Vous aviez les traits tirés ce matin comme beaucoup de Français. Le pays a effectivement connu sa nuit la plus chaude depuis 1947 et celle qui arrive risque d'être encore plus compliquée. La canicule exceptionnelle qui frappe l'Hexagone va s'étendre aujourd'hui encore. Plus de la moitié du pays est placé en vigilance rouge par Météo France. C'est un niveau jamais atteint. 54 donc départements dans le rouge vif, 35 autres en orange. Ça fait 90% de la population exposée donc à ces chaleurs extrêmes, cet air irrespirable. Bonjour Gaël Musquet. Vous êtes météorologue spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles. Avant de regarder quelques images, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est ça a été très compliqué l'année dernière, ça l'est aujourd'hui encore, mais on est encore loin d'avoir atteint le pic ultime. Oui, tout à fait. On a encore quelques jours de difficultés, même si on va avoir quelques orages d'ici cette fin de semaine, mais de manière éparse, qui vont adoucir modérément vraiment ces températures extrêmes. La difficulté, au-delà des pics de température que l'on a, c'est la durée pendant laquelle cette canicule s'étend. Pour rappel, 2003, 1er août 2003 au 15 août 2003, on avait eu des températures extrêmes qui, là, déjà, sont non seulement battues, mais qui, en plus, en termes de durée, risquent d'être similaires à ce qu'on a pu connaître sur cette canicule de référence que reste l'année 2003 et aussi l'année 2019. Et oui, pour le coup humain, dont on se souvient évidemment terrible et que tout le monde veut à tout prix éviter aujourd'hui, 15 000 morts au moins en raison de cette canicule il y a plus de 23 ans maintenant. Alors, revenons à ce qui se passe aujourd'hui. Des pics à 44 degrés devraient être atteints d'ici la fin d'après-midi sur le territoire français. Quelques images avec les explications de nos confrères de France 2. Regardez. Chaque soir, le même réflexe, tenter de chasser l'air chaud accumulé dans la journée. Dans son appartement, il fait 36 degrés cette nuit. Là, on sent vraiment la chaleur, une chaleur étouffante, et c'est même pire qu'à l'extérieur. Pas de répit la nuit après une journée caniculaire. Ce phénomène a un nom, les nuits tropicales. Même après le coucher du soleil, la chaleur emmagasinée s'évacue difficilement. Alors à Poitiers, ils sont nombreux à délaisser leur logement au profit des espaces verts. C'est aussi un espace peut-être un peu plus ouvert, donc forcément qui retient peut-être un peu moins la chaleur avec la pierre des bâtiments. Mais dans les villes, l'atmosphère reste écrasante. Au-dessus du pays, une masse d'air chaud s'est installée, venue du sud de l'Europe. Elle agit comme un couvercle et bloque les mouvements d'air. La fraîcheur ne peut donc plus circuler. Résultat, des températures nocturnes anormalement hautes pour la saison. Les températures maximales en cette saison devraient être comprises la plupart du temps entre 22 et 25 degrés. 22-25 degrés, on tombe difficilement à ce niveau de température la nuit. Parfois même, on ne descend même pas en dessous de 25 degrés. C'est vraiment remarquable. Et cette situation va encore durer. Dans les jours à venir, les nuits resteront très chaudes, jusqu'à 30 degrés par endroit. Gaël Musquet, le problème aujourd'hui, évidemment, ce sont certes ces journées extrêmement chaudes, mais ce sont aussi et surtout ces nuits pendant lesquelles on n'arrive pas ou peu à se reposer. Oui, tout à fait. C'est des nuits tropicales où, effectivement, le corps va avoir du mal à s'endormir, à reprendre des forces en fonction de ce que l'on aura mangé, de son niveau d'hydratation, de ses maladies aussi que l'on peut avoir, qui compliquent aussi, malheureusement, le fait de pouvoir s'endormir dans de bonnes conditions. On a du mal à récupérer de cette journée. Notre corps a une température de 37 degrés. Donc, si on a été épuisé par des températures extrêmes, mais qu'en plus, dans la nuit, on n'arrive pas à s'endormir à cause de ces températures qui ne descendent pas en dessous des 25 degrés, souvent, on a du mal à avoir une nuit réparatrice. Et donc, comme ces températures, chaque matin, sont supérieures au matin précédent, on a une rampe comme ça de température qui monte et qui met à rude épreuve les corps, même quand on est en bonne santé. C'est ce que j'allais vous demander. On parle souvent des personnes les plus fragiles, les plus exposées à cette canicule. Personnellement, je la sens passer, cette canicule. Je vis donc à Paris. Quand on dit les plus fragiles, est-ce que là, dans les températures extrêmes qu'on est en train de traverser, est-ce que c'est pas tout le monde finalement qui encourt un risque? Bien sûr, tout le monde est concerné par ces températures extrêmes. On a des besoins physiologiques à la fois en termes d'hydratation, de température, et donc ces températures, même à certains niveaux, pour des travailleurs, pour des sportifs, pour des ouvriers du bâtiment, pour des personnes qui travaillent dans la restauration, cumuler les températures extérieures à des températures liées au cadre de travail augmente les risques d'AVC, de crise cardiaque, parce que ce corps va devoir pomper du sang beaucoup plus fort, plus vite, ce cœur va battre plus vite. Et donc, effectivement, on va être sujet dans ces périodes
à des défaillances du système cardiovasculaire parce que ces corps, quels qu'ils soient, y compris et surtout pour des personnes vulnérables. Mais ça, depuis 2003, je veux dire, on sait qu'on doit faire attention à nos personnes âgées, à nos bébés, à nos personnes en situation de handicap, à des personnes qui ont des comorbidités, qui ont de l'hypertension, qui ont du diabète. Les enfants aussi, qu'on dit pourtant résistants, les enfants, ils font partie des plus fragiles. Vraiment, on voit que dans les écoles, il y a beaucoup de réticence à accepter les enfants. En tant que parent, on reçoit des messages dans tous les sens. Pitié, gardez vos enfants chez vous. On ne veut pas prendre la responsabilité des enfants là, en ce moment. Tout dépend si l'établissement est parfois plus frais que la maison de l'enfant en question. Tout dépend des modes de garde. Enfin, il y a quand même beaucoup de cas particuliers qui font que l'école est parfois un havre de paix. Moi, ce que je vis et ce que j'ai vécu aux Antilles, c'est que souvent les établissements étaient solidaires les uns des autres et qu'un collège pouvait accueillir des enfants de maternelle ou de primaire, qu'un lycée pouvait accueillir des collégiens ou des élèves de cours élémentaires parce que ces lycées disposaient de salles fraîches. Des entreprises aussi se mobilisent parfois. Je reste sur l'idée des Antilles parce qu'aux Antilles aussi, on est préparé et on a l'habitude de ces températures extrêmes. J'ai pas l'impression aujourd'hui de voir des écoles qui proposent à l'une ou à l'autre, voilà, on a une meilleure isolation, d'accueillir des enfants. J'ai plutôt ce sentiment de vouloir renvoyer la responsabilité aux parents parce qu'il y a une réalité aujourd'hui. Oui. On n'est pas prêt. Alors, effectivement, il y a des travaux qui n'ont pas été faits depuis des décennies. Ça, c'est certain. Il aurait fallu, effectivement, que l'on travaille beaucoup plus ces questions d'isolation, ces questions d'aménagement, ces questions d'adaptation. Mais malheureusement, le fonds vert qui était prévu pour ça a fondu de 2,4 milliards à environ 800 millions d'euros. Donc, en fait, c'est ce 1,6 milliard d'euros qu'on a pensé économiser, ça nous coûtera 5, 10, 15 fois plus cher. Pourquoi on a ces échelles-là? Si on compte que l'aspect matériel, ça nous coûtera 5 fois plus cher. Si on compte tous les aspects liés à la logistique, liés évidemment à la rénovation de ces bâtiments, l'organisation de la société, les parents, le travail qui n'est pas fait ou les parents qui doivent s'absenter, on multiplie par 10. Et si on intègre la santé mentale des populations, parce qu'on le sait, ces épisodes de très forte chaleur ont un impact sur la santé mentale, déjà pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais aussi on a plus d'accès de colère, on a moins de patience, on a plus de criminalité. Il faut vraiment avoir conscience que ces économies que l'on pense faire sur le climat, sur l'adaptation, sur la transition écologique, ce seront des coûts qui seront beaucoup plus importants dans le futur. Ça, c'est quelque chose à répéter parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que de faire une politique sur le long terme, c'est encore très compliqué au niveau des localités. Sébastien Lecornu tenait ce matin une deuxième réunion interministérielle avec tous les ministres concernés donc, par cette crise caniculaire. Le Premier ministre qui a annoncé une mobilisation renforcée du système de santé sur X il y a quelques instants. Quand on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux, certains services ne sont pas climatisés aujourd'hui et ne sont pas prêts à faire face à la situation là. Tout à fait. On a effectivement une inadéquation entre les moyens qu'il aurait fallu prendre. Alors là, pour le coup, le gouvernement actuel est tributaire des décisions qui n'ont pas été prises par le passé. Mais il est comptable des décisions à prendre en gestion actuelle. Et donc là, effectivement, il va falloir d'un côté accompagner, investir, soutenir. Il va falloir des plans d'urgence, mais ils ne sont que des pansements, en fait. Là où il va falloir faire vraiment un traitement de fond. Et comme je le disais, on a des territoires tropicaux qui connaissent ces températures extrêmes, qui eux aussi sont victimes de vagues de chaleur. On a aussi des problématiques de températures extrêmes dans l'établissement scolaire en Guadeloupe et en Martinique. Néanmoins, ce que l'on apprend de ces outre-mer, de nos territoires d'outre-mer, c'est que la solidarité face à ces situations extrêmes, elle se joue pas uniquement à l'école, elle se joue, et on l'a vu à Bordeaux d'ailleurs, la mairie de Bordeaux a recensé 80 lieux pour permettre aux chefs d'établissement, aux enseignants, de pouvoir faire cours dans des bâtiments qui disposent de températures plus acceptables pour ces enfants. Ces dispositifs sont temporaires, mais ils sont importants pour pouvoir accompagner au mieux dans ces périodes-là l'éducation de nos enfants. Gaël Musquet, vous qui étudiez ce sujet, qui êtes focus là-dessus depuis des années,
On en parle depuis toujours, de ce besoin d'investir dans le climat, d'investir dans le bâtiment, la rénovation et l'adaptation. Est-ce que vous pensez là qu'on est en train de franchir un cap, en tout cas dans la conscience de la population française? Il y en a beaucoup qui commencent à se dire, là, va falloir vraiment commencer à adapter, par exemple, le travail à cette situation qui s'installe et à laquelle on va être contraint de se confronter à plusieurs reprises chaque année maintenant. Oui, chaque crise, là on parle de canicule. Souvenez-vous, la dernière fois que je suis venu sur ce plateau, c'était malheureusement pour commémorer les inondations de Valence en Espagne. Donc chaque aléa va susciter une émotion et c'est bien parce qu'on se dit plus jamais ça et c'est bien. Néanmoins, on voit que les politiques publiques ne sont pas forcément toujours soit à la hauteur de l'émotion, soit n'inscrivent pas dans le temps ce qu'il faudrait faire pour accompagner les populations. Mais ça pour sent peut-être plus aujourd'hui qu'hier. Moi, j'ai ce sentiment aujourd'hui quand l'école demande aux parents « gardez vos enfants », pas sur une journée, mais sur 2, sur 3, sur 4. Enfin là, on voit que la semaine entière, il va falloir que les parents gèrent des enfants alors que les parents travaillent. Sauf qu'au travail, on n'adapte pas la situation. C'est en train de devenir un problème pour beaucoup de Français. Complètement. Et j'ai discuté avec quelques responsables des ressources humaines hier, la semaine dernière, en disant, et je l'ai fait juste avant de venir ici, j'ai fait une sieste, d'accompagner aussi ces entreprises sur la compréhension qu'un épisode neigeux où vos salariés ne doivent pas venir travailler, c'est aussi une forme d'organisation. Soit on télétravaille quand c'est possible, soit on organise l'hébergement de ses salariés sur un épisode neigeux. Pour les canicules, c'est pareil. Aménager des salles de pause fraîches avec des canapés, avec des lits qui permettent derrière de se reposer, de récupérer un peu en journée pour être le plus efficace possible au travail. Alors, beaucoup quand même s'organisent, ou en tout cas tentent de s'organiser face à cette situation exceptionnelle qui s'installe. On en est à 7 jours déjà de canicule et ça va encore durer quelques temps. Vous voyez ces quelques images de comment la France et les Français font face aujourd'hui à cette situation d'urgence. Explication signée Noémie Roche. En plein après-midi, le soleil écrase ce quartier de Rennes. À l'intérieur de cet immeuble mal isolé, les habitants tentent de préserver un peu de fraîcheur. Et en fait, on a intérêt à renouveler l'air, stocker la fraîcheur le plus qu'on peut. On la coince, on l'enferme, voilà. Et derrière, le jeu, dès qu'on sent que la température remonte avec le lever du soleil, on s'enferme derrière. C'est horrible. C'est horrible, il fait super chaud dans l'appartement, j'habite au 7e étage. Donc il n'y a pas d'air. On a beau fermer tous les volets qu'on peut, mais il fait hyper lourd. Et après, tu mets l'eau. Pour Rosa, ouvrière dans le bâtiment, impossible de travailler. Son chantier a été suspendu en raison des températures. Là, c'est l'enfer sur Terre. C'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, on va faire 41. C'est l'Afrique. On n'est pas en Europe. Je suis désolée. Avec 54 départements en vigilance rouge et 34 en orange, plus de 90% de la population française subit depuis plusieurs jours des températures extrêmes. Dans les écoles comme dans les EHPAD, les équipes multiplient les systèmes D pour tenter de limiter les effets de la chaleur. On met du blanc de meudon sur les vitres qui sont pas essentielles, on va dire, pour la luminosité, puisqu'il fait c'est très lumineux l'été. Et ça permet d'éviter aux rayons du soleil de rentrer et donc de chauffer la pièce. Et puis, quand vraiment on est dans une zone de canicule plus importante, on tend des draps qu'on humidifie et là aussi, ça aide. Des solutions de fortune pour protéger les plus fragiles, alors que la France vient de connaître sa nuit la plus chaude depuis 1947. Car derrière l'inconfort, la chaleur est aussi un danger. Près de 5700 personnes sont mortes de ses conséquences l'an dernier, selon l'agence Santé publique France. Un mot peut-être des EHPAD qui, là, pour le coup, s'organisent très bien parce qu'ils ont tiré les leçons de 2003. Il y a le plan bleu qui a été activé. J'ai l'impression que c'est peut-être là où il vaut mieux être en ce moment, les EHPAD qui ont pris la mesure de la situation. Alors, effectivement, on a tiré leçon des erreurs de 2003. Donc là, effectivement, pour des personnes âgées, en EHPAD, on a effectivement des équipements qui sont adaptés. Il ne faut pas oublier des personnes seules. Parce que c'est aussi là où, en 2003, on a eu... Au domicile, à domicile, exactement. Des personnes qui sont autonomes, mais qui sont seules et qui sont parfois isolées. Ça a été une grosse partie des victimes de 2003. On comptabilise déjà des décès, malheureusement, de personnes âgées. Donc, la solidarité doit jouer à plein.
quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Une fois que j'ai dit ça, on a aussi, encore une fois, des preuves de solidarité d'exploitants de salles de cinéma dans le 11e arrondissement qui ont mis en place un programme qui s'appelle Cinéclim pour permettre aux personnes de moins de 25 ans et de plus de 65 ans de pouvoir aller gratuitement au cinéma. Des salles qui sont ouvertes de jeux, des médiathèques, des bibliothèques fraîches, des musées qui sont ouverts pour permettre aux personnes de pouvoir profiter de la fraîcheur. Vous me tendez une perche. Les tips, moi je me suis connectée, j'ai regardé les tips, donc comment passer une bonne nuit, mais comment passer aussi une bonne journée, où se rendre. Le cinéma, évidemment, ça fait partie du top 3. Il y a quoi d'autre à faire encore? Alors, les piscines, là, mon fils a profité avec sa petite amie hier d'aller à la piscine parce que l'agglomération où j'habite a ouvert et étendu les horaires et permis aussi d'accéder à ces locaux gratuitement. Il y a la douche aussi, parce que le corps, c'est important qu'il soit sous l'eau fraîche. Enfin, sous l'eau pas trop fraîche, mais sous l'eau. Alors, l'eau, c'est un liquide absolument fabuleux. En fait, on l'oublie, mais ce qui permet de refroidir notre corps, c'est notre sueur. Pas juste la sueur en tant que telle, mais l'évaporation de la sueur. Donc, les brumisateurs, les jeux d'eau, les batailles d'eau. Vous savez que quand j'étais lycéen et collégien, nos chefs d'établissement en Guadeloupe nous autorisaient quelques jours par an, quelques après-midi, à faire des batailles d'eau. Genre, c'est pas toujours possible dans tous les établissements parce qu'on ne vit pas à l'extérieur dans l'Hexagone comme on le vit en Outre-mer. Mais voilà, il y a des petits jeux d'eau, des petites choses comme ça qui permettent aux enfants. Une chef d'établissement qui me disait qu'elle avait acheté des brumisateurs pour permettre à ses enfants de s'asperger, et ça devient un jeu. C'est aussi ça, une forme d'adaptation. C'est aussi trouver quelque part les principes de la physique, de la thermodynamique, où l'eau, quand elle s'évapore, quelles que soient ses formes, que ce soit de la sueur, que ce soit un bain, que ce soit le linge, un bain de j'ai mer, vu qu'il fallait faire sa lessive et l'étendre dans la maison notamment, ça pour rafraîchit. Augmenter l'humidité, c'est l'évaporation de cette eau, qu'elle soit sur notre peau, issue de notre sueur, qu'elle soit pulvérisée, que ce soit un bain, que ce soit de l'eau glacée que l'on va mettre congelée dans des bouteilles ou des bouillottes et que l'on va mettre sous un oreiller ou sur les draps. Ou devant le ventilateur, j'ai vu aussi, ça diffuse la fraîcheur. Exactement. Ce sont des petits conseils. Quand la température extérieure de votre logement est plus faible que la température intérieure, vous pouvez ouvrir les fenêtres ou les portes pour créer des courants d'air. Mais pas à n'importe quel moment, j'ai vu ça aussi. On a tendance à ouvrir. Encore faut-il s'assurer que c'est rafraîchi. Moi, j'ai vu le matin maintenant, parce qu'en ville, la chaleur remonte des sols et ça peut être encore plus compliqué. En fait, l'idéal, c'est d'avoir un thermomètre extérieur, un thermomètre intérieur. Quand il fait plus frais dehors qu'à l'intérieur, on ouvre, si possible, les ventilateurs qui soufflent vers l'extérieur pour extraire l'air chaud du logement et permettre de stimuler les courants d'air qui permettent d'évacuer, de rafraîchir le logement. Yael Musky, il y a nos téléspectateurs africains qui nous regardent et qui sont peut-être en train de se dire non mais les Français là franchement ils exagèrent, les Parisiens ils ont un peu de chaleur, nous on a des températures qui vont au-delà de tout ça. Mais il y avait en même temps cette Parisienne qui disait non mais là c'est l'Afrique en ce moment, Paris. Je vous posais la question en off, c'est pire que l'Afrique ce qu'on subit. Vous m'avez répondu oui. Pourquoi? Peut-être qu'on l'explique parce qu'on a des écarts de température et que notre corps n'est pas habitué à ça. C'est ça. Là, on a eu des alternances de température autour des 10, 15, 17 degrés où on a remis le pull il y a encore 3 semaines, un mois. Et on bascule en moins d'une semaine. Nos corps ont besoin, quels que soient les êtres humains sur Terre, c'est 37 degrés pour tout le monde. Nos corps ont besoin de quelques jours, voire quelques semaines pour passer de 10, 17 degrés à 40 degrés. Donc rien que ça, déjà, on a une configuration qui est pire. La deuxième chose, c'est que nous avons des rythmes de vie, des rythmes scolaires, des rythmes professionnels qui ne sont pas ceux des zones tropicales. Trop intenses. Exactement, trop intenses ou trop tardifs. Par exemple, en Guadeloupe, où je suis né, je commençais le lycée à 7h30 du matin. Parce que c'était les heures les plus fraîches et que c'était les heures les plus adaptées d'un point de vue cognitif en termes de température pour pouvoir apprendre de la meilleure manière possible. Donc, il faut bien comprendre que dans un pays tropical, un pays chaud, on a une culture, on a une manière de vivre, on a des rythmes. Et je me souviens des moqueries d'ailleurs quand je suis arrivé dans l'Hexagone sur le fait qu'on est parfois lent aux Antilles. Mais on ne peut pas vivre, et là je pense que tout le monde est d'accord dessus, on ne vit pas à 45, à 30 degrés comme on vit à 15 ou à 25. Donc effectivement... Là, tout le monde comprend le rythme des Antilles. Voilà, effectivement. C'est important d'apprendre aussi à adapter son rythme. On ne court pas à des températures aussi élevées. On ne se hâte pas à des températures aussi élevées. On décale les activités les plus énergivores dans la journée, plus tôt, plus tard, pour permettre au corps
de pouvoir survivre à ces températures. Et on fait la sieste, j'ai bien retenu là. On est censé faire la sieste. Fini par et direct, on va faire une petite sieste, c'est ça. Bon, on va quand même rester avec vous. Un mot du bilan humain. J'évoquais 2003 tout à l'heure, 15 000 décès, ce qui était évidemment énorme. On a tiré les leçons depuis, mais là on voit que le gouvernement aujourd'hui est en train d'essayer de tout faire quand même pour éviter un coût humain trop désastreux. Il y a eu 3 nouveaux morts en Gironde hier. On a du mal d'ailleurs à avoir déjà des chiffres. Je crois qu'on n'a pas assez de recul. Hein. J'ai essayé de chercher un chiffre. Là pour l'instant on ne sait pas. L'année dernière c'est plus de 5 000 morts je crois avec la canicule de l'an dernier, ce qui est déjà énorme. Là, on va voir comment se chiffre cette canicule. Il y a déjà un certain nombre de décès par noyade. On va écouter le Premier ministre à ce propos et puis on en reparle juste après. Avec tout de même, monsieur le ministre de l'Intérieur, un triste fléau sur les noyades, puisque le dernier chiffre qui vient de nous être remonté, 40 morts depuis le 18 juin. Essentiellement des jeunes. Et donc j'aimerais qu'on revienne sur ce point parce que ce sont les premières victimes de la crise que nous connaissons et donc je veux qu'on y rentre dans le détail. 40 morts par noyade, surtout des jeunes. Où ça? En fait, ce sont des personnes qui vont se baigner dans les rivières, dans des piscines. Est-ce qu'on sait déjà? Alors, on a effectivement beaucoup de noyades dans des cours d'eau non surveillés. Et donc là, c'est un rappel évidemment à ce que on respecte les règles. Effectivement, c'est légitime de vouloir se rafraîchir, de vouloir se baigner. Parfois, la tentation de vouloir le faire dans un coin, comme les coins à champignons, où on va se baigner dans un coin qu'on connaît, une petite crique. Sauf que ces rivières, parfois, elles ont l'air calmes. Ces cours d'eau ont l'air calmes en surface. On ne sait pas et on ne voit pas forcément à quel point les courants sont forts, à quel point parfois on a des phénomènes d'aspiration. On a des baïnes aussi qui peuvent en mer emporter les baigneurs. Beaucoup de ces jeunes aussi surestiment leur capacité de nage. On a des malaises aussi, vous savez, quand on a des températures corporelles trop fortes et que l'on va se plonger, donc l'hydrocution, c'est un malaise vagal, vous faites un malaise dans l'eau, vous vous noyez, même si vous ne faites pas la crise cardiaque tout de suite, mais vous êtes en situation de danger puisque vous vous noyez. Les jeunes enfants, faut pas oublier, on a vécu un drame, c'est des choses que je dis à longueur d'antenne, même si ça peut paraître parfois surprenant que je le répète, une voiture devient un danger mortel pour des enfants. Et donc, les oublis d'enfants à l'arrière du véhicule, ça c'est quelque chose qui à chaque fois provoque l'effroi, mais qui se reproduit d'année en année. Hein. Et j'invite, sans porter de jugement, à lire les comptes rendus des forces de l'ordre, des pompiers, pour comprendre comment cela se passe. Souvent, ça se passe en quelques instants. En quelques instants, ça va très vite. Ça peut arriver au printemps, à l'automne, sans de conséquences graves. En été, quelques minutes suffisent pour tuer un enfant en bas âge dans un véhicule parce que les températures dépassent les 50, les 60 degrés dans ces véhicules fermés. J'aimerais que vous vous retourniez légèrement et que vous regardiez cette carte qui nous arrive là en direct. Alors c'est pas seulement la carte de la France, mais la carte de toute l'Europe. Alors, il y a ceux où on est plus habitué. Alors, on voit l'Algérie tout en bas, donc pas l'Europe, mais l'Algérie, donc la pointe de l'Afrique. Et puis, au-dessus, l'Espagne. Donc, ça, on connaît. Le rouge vif, clairement, c'est entre Bordeaux, Nantes, et puis même les Britanniques, qui d'ordinaire, eux, sont plutôt dans la fraîcheur et commencent à ressentir des températures élevées. 29 degrés en ce moment, c'est exceptionnel là-bas. Le continent européen, on n'arrête pas de le répéter à longueur de rapports du GIEC et des COP. Le continent européen, il faut avoir en tête, c'est le continent, c'est la zone du monde qui se réchauffe le plus vite. On se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. On est une cuvette. L'Arctique a perdu ses glaces, sa neige qui a fondu. Donc l'air frais que l'on avait avant l'ère pré-industrielle ne peut pas refroidir. On aurait pu avoir avant un air frais qui descend si on avait pris soin de cet Arctique, de ce continent arctique. Malheureusement, cet air frais qui venait du nord, on ne le reçoit plus autant au sud. On a nos glaciers qui ont disparu. Donc en montagne, ce qu'on appelle l'isotherme à 0 degré, l'isotherme aujourd'hui, au lieu d'être à 2000, 3000 km, est à 4000 mètres, et à 4500 mètres. Ça veut dire que pour avoir 0 degré, donc pour geler, il faut être à 4500 mètres, pratiquement au sommet du Mont Blanc, qui est à 4800 mètres. Parce que là, on voit la zone des Alpes, par exemple, c'est aussi rouge. Et oui, donc ça veut dire que là, on a des glaciers qui sont en train de fondre parce qu'il fait plus de 0 degré en altitude. Rajoutez à ça les influences des différentes masses d'air, la présence
de plus en plus fréquentes d'anticyclones comme ceux que l'on connaît là. Et enfin, un des effets collatéraux de l'atténuation des émissions de gaz et des émissions de polluants. Comme on a beaucoup moins de pollution en Europe, cette pollution, paradoxalement, nous protège moins. Avant, la pollution atténuait les rayonnements du solaire et refroidissait un peu. C'est dingue ce que vous êtes en train de dire là. C'est-à-dire qu'il y a moins de pollution et ça nous protège moins. C'est ça. Donc il fait plus chaud parce qu'il y a moins de pollution, parce que le ciel est plus clair. Donc c'est bien pour les morts par maladies respiratoires. Donc on sauve des vies parce qu'on a réussi à améliorer la qualité de l'air. Mais on en perd parce que, pas qu'à cause de la qualité de l'air, bien évidemment, il faut continuer à améliorer notre qualité de l'air. Mais un des effets collatéraux de l'amélioration de l'air que l'on respire, c'est que malheureusement, cet air est plus clair et donc protège moins des rayonnements du soleil dans ces moments-là. Merci beaucoup Gaël Musquet d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure pour décrypter en profondeur cette séquence et cette vague caniculaire qu'on est en train de vivre ici en France. Ça n'est